bien. La place du Palais, on a vu hier cette place, on a apprécié son harmonie et sa beauté. D'un côté, c'est la façade sud de l'Ermitage. Nous allons entrer du côté opposé après-midi. Ce matin, nous allons découvrir Saint-Pétersbourg d'une autre façon à travers une mini-croisière sur les canaux. La ville construite comme deuxième Amsterdam est appelée aujourd'hui Venise du Nord, a été conçue par les premiers architectes comme ville d'eau. La fleuve la Neva et ses bras multiples et ses canaux constituaient au XVIIIe siècle les rues et places de la ville. Surnommée la diva russe par excellence, Saint-Pétersbourg a été construite sur 42 îles. La ville est aujourd'hui traversée par plus de 80 rivières et canaux. Quelques 320 ponts franchissent le réseau de canaux et de cours d'eau de Saint-Pétersbourg. De fin avril à fin septembre, les ponts sur la Neva sont levés toutes les nuits pour laisser passer les bateaux de tonnage important. D'autres ponts plus charmants sont de petits ouvrages qui enjambent les canaux. Cette magnifique promenade permet également de découvrir des vues sublimes de la quatrième plus grande ville d'Europe. La Neva et les canaux environnants reflètent les façades intactes des monuments majestueux de la ville, la beauté des palais de l'Ermitage, la forteresse et les ponts de la Grande Neva. Visite du célèbre musée de l'Ermitage. Livré en 1762, il fut bâti à l'origine pour la seule gloire de la Russie. L'histoire du musée de l'Ermitage commence en 1764 par un tour de passe-passe. C'est en soufflant au roi Frédéric II une collection d'art que le monarque prussien était incapable de payer
que la grande Catherine acquiert les premières pièces du futur musée. À sa mort, sa collection ne comptait pas moins de 4000 pièces. Aujourd'hui, l'Ermitage est le plus grand musée du monde par l'étendue de ses collections, avec 2,7 millions d'objets répertoriés. Il occupe 4 édifices baroques: le Palais d'Hiver, le Petit Ermitage, le Nouvel Ermitage et le théâtre. Le musée est né au XVIIIe siècle de la passion de Catherine II pour les arts, mais aussi de sa volonté de symboliser, par une collection prestigieuse, la grandeur de la Russie. Catherine II a acquis près de 60% des collections actuelles du musée, qui se sont également enrichies après la révolution soviétique de 1917 avec de très nombreux impressionnistes, mais cette fois-ci par la confiscation des fonds des collectionneurs bourgeois. Et par exemple, des objets en argent plaqué et des meubles. Alors, on est dans une très belle salle, une des plus élégantes du palais. Une des plus belles salles du palais, qui s'appelle salle du pavillon. Le pont. Alors, regardez le film et vous verrez comment ça marche. Une fois par semaine, un monsieur mécanicien horloger arrive avec une clé comme ça. Il y a des gens à l'attente, au courant, il fait quelque chose, quelques mouvements, et alors le pont ouvre sa queue, le pont commence à faire cocorico, Hippo qui est là ouvre et ferme les yeux, tout le monde dit « Ah !» il dit. Impossible de tout voir en un jour. On dit qu'en s'arrêtant juste une minute devant chaque œuvre, on pourrait passer 8 ans à l'Ermitage. Les stars de ce musée sont nombreuses, de Léonard de Vinci à Titien, Véronèse, Raphaël, Michel-Ange, Gréco, Murillo, Goya, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Lenain, Watteau, Fragonard, Greuze, Courbet, Cézanne, Manet, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Matisse, Picasso. Des chefs-d'œuvre. Grande salle du trône, Retour de l'enfant prodige de Rembrandt, Union de la mer et de la terre de Rubens, 3 femmes tahitiennes sur fond jaune de Gauguin, La danse de Matisse. La visite du musée permet tout à la fois de découvrir le luxe du décor et l'un des fonds d'art les plus riches du monde. Un diapason universel qui court de l'Antiquité au XXe siècle.
en Russie, à l'Ermitage. Pourquoi? Parce que les collections se formaient en XVIIIe siècle. Et c'est la France qui dictait la mode en XVIIIe siècle. Vous savez que la langue qu'on parlait en famille, dans les familles nobles russes, c'était le français. Pouchkine, par exemple, écrivait à sa belle Nathalie: écris-moi en russe, tes fautes me seront sympathiques. Parce qu'en français, il ne faisait pas de fautes. Comprenez? Pour conclure, après cette semaine très culturelle, il me vient à l'esprit la réflexion de l'écrivain Henri Henriot qui disait « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ».